Chers amis du Théâtre de Cornouailles, c'est un très grand plaisir de pouvoir vous retrouver ce soir pour un des rendez-vous de Saisir le Monde, ce cycle de conférences de philosophie que nous organisons depuis plusieurs années et que nous avons le bonheur de pouvoir maintenir en direct avec vous et avec Bernard Sèvres. Donc, avec Philosophie Magazine, nous avons choisi depuis plusieurs années de faire une place dans le cycle à un philosophe ou à une femme ou un homme de la vie des idées qui s'intéresse plus particulièrement à la musique. Et c'est à ce titre que nous accueillons Bernard Sèvres ce soir pour une conférence qui aura pour intitulé La musique à bras-le-corps, donc évidemment un titre qui fait envie. Et pourquoi Bernard Sèvres aussi? J'ai envie de faire un petit saut pour remercier, outre Philosophique Magazine, France Culture, parce que c'est grâce à France Culture que j'ai découvert l'existence d'un livre que j'ai lu avec énormément de plaisir, qui s'intitule Une étude philosophique, l'instrument de musique. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu vous découvrir et découvrir aussi que dès le début de votre ouvrage, vous étiez contre certains préjugés ou comme certaines perceptions qui étaient assez anciennes, puisque vous commencez par la description d'un tableau qui laisse penser que la voix est première par rapport à l'instrument de musique. Et c'est votre point de départ d'un livre que j'avais trouvé tout à fait passionnant, qui fait que je suis très heureux de vous accueillir ce soir autour des visages qui sont présents à nos côtés. Et je salue la présence des hippocagneux. Voilà, je suis très heureux qu'on puisse faire aussi ce petit parcours à leur côté. Et puis juste une chose à rajouter, parce que ça a été un très grand plaisir pour moi aussi de vous entendre sur Montaigne, dont vous êtes par ailleurs spécialiste, et là encore sur France Culture. Donc les familiers d'Internet pourront vous entendre encore s'ils en ont envie. En tout cas, ce sera mon cas. Je laisse un petit peu la parole à Aurélia qui précise les traditionnelles règles du jeu et je prends mes notes. Merci Vincent. Juste avant de vous rappeler les règles du jeu, je tiens à remercier Bernard Sèvres, qui peut-être rougira de ça, mais je trouve que c'est bien de le dire, qui nous a demandé que plutôt que d'être rémunéré pour la conférence qu'il propose ce soir, que cet argent, il en fasse don au Théâtre de Cornouailles pour que cet argent, on puisse en faire profiter les équipes artistiques et techniques dont les spectacles sont malheureusement annulés cette saison. Et je vous en remercie grandement. Ça nous touche particulièrement. Après ce petit rappel, vous dire qu'effectivement, la conférence doit durer à peu près 1 heure, que pendant tout le temps de la conférence, vous pouvez interagir en posant des questions à Bernard Sèvres par le module de discussion, soit de Zoom pour ceux qui suivent sur Zoom, soit de YouTube pour ceux qui sont sur notre site internet, encore de Facebook éventuellement. Nous, Loïc et moi, prendrons note de toutes vos questions au fur et à mesure de la conférence et au bout d'1 heure, nous les relayerons oralement à Bernard Sèvres, qui pourra prendre une quinzaine de minutes, enfin le temps nécessaire pour y répondre les unes après les autres. Dernier point, Bernard Sèvres nous a transmis une bibliographie que Loïc vient de vous envoyer, dont Loïc vient de vous envoyer un lien pour ceux qui sont sur Zoom, mais elle existe également sur le site internet. Enfin, cette conférence est enregistrée, donc pour ceux qui l'auraient ratée ou si vous voulez dire à vos proches absolument de venir la retrouver, elle sera en replay sur notre site internet dès demain. Voilà, sur ce, Bernard Sèvres, je vous laisse la parole et je vous remercie de votre présence. Merci. Donc, je salue toutes les personnes présentes à cette conférence et je veux d'abord remercier le Théâtre de Cornouailles pour son invitation et plus spécialement Vincent Léandri, Aurélia Bramovici qu'on vient d'entendre, ainsi que les 2 techniciens, Loïc Tersiquel et Richard Tincelin, qui m'ont aidé à préparer cette intervention. Alors, le titre de mon intervention, c'est « La musique à bras-le-corps ». Quel thème paradoxal dans notre situation d'aujourd'hui. Nous parlons du corps et nos corps sont comme en suspens. Ils sont mis entre parenthèses. Je ne vous vois pas, chères auditrices et chers auditeurs de Quimper et peut-être d'ailleurs, je vois quelques personnes, et vous ne voyez de moi qu'une image en 2 dimensions. Nous sommes donc privés, vous et moi, pratiquement complètement de ces échanges non linguistiques, des échanges corporels si précieux quand on est professeur
et quand on est auditeur. Un professeur, un conférencier sent bien quand l'attention de son auditoire se relâche. Il voit au contraire quand les visages le regardent avec sympathie. Il saisit un sourire ici, ailleurs, il entrevoit un air dubitatif, parfois un geste esquissé d'approbation ou de désapprobation. Tout cela le porte, tout cela le guide. De son côté, de leur côté, les auditrices et les auditeurs voient les gestes du conférencier, sa posture générale. Ils voient et ils interprètent toutes sortes de signes corporels qui parfois échappent au conférencier et qui sont comme un commentaire volontaire ou involontaire de son discours. Je crois beaucoup à l'importance de cette communication sensible, non linguistique. Elle est essentielle dans l'humanité et c'est d'elle que nous sommes aujourd'hui privés très largement. Je constate d'ailleurs que dans mes cours par Zoom, mes conférences, mes communications dans des colloques par Zoom, je me tiens beaucoup plus près de mes notes que d'habitude, comme si l'absence d'auditeurs en chair et en os me rendait plus timide ou moins assuré. Il vaut certes mieux une communication par écran interposé que rien du tout. Et nous savons tous gré au théâtre, aux salles de concert, aux opéras, aux institutions culturelles en général, de rivaliser de travail et d'ingéniosité pour maintenir la vie et les échanges culturels. Mais la zoomisation générale des échanges, pour le moment inévitable, doit nous amener à réfléchir très sérieusement sur la place du corps et des trois dimensions de l'espace réel dans la culture et dans la vie. Nous pouvons aujourd'hui entendre sur différents sites internet des concerts en direct, voir les musiciens jouer, avec d'ailleurs des gros plans qui ne sont pas possibles dans l'expérience réelle des concerts. C'est bien. Et pourtant, rien à faire, il nous manque quelque chose. Ce quelque chose qui nous manque, c'est la présence réelle des artistes, la présence réelle des autres spectateurs. Ce sentiment si puissant dans l'humanité qu'on est dans le même temps et dans le même lieu que d'autres êtres humains, que l'on partage en temps réel et en lieu réel la même expérience. C'est cette expérience qui nous permet de vivre dans un monde commun et de vivre une histoire commune. Le théâtre, le concert, les spectacles de danse nous donnent non seulement cette expérience, mais ils nous en offrent en même temps une intensification clarifiante, parce que l'art est à la fois dans notre vie et pourtant quelque chose d'autre que la vie. L'art est comme une vie plus intense qui éclaire notre vie ordinaire. Je tenais à vous dire cela en ouverture de mon propos. Mais si vous le voulez bien, nous allons maintenant, vous et moi, développer un effort d'attention et tâcher de faire comme si nous étions physiquement présents au théâtre de Cornouailles. Et puis, nous pourrons dialoguer tout à l'heure. Alors, allons-y, prenons la musique à bras-le-corps. Je vais commencer par une définition que j'emprunte au compositeur et théoricien André Bougoré-Chlieff, qui se définit lui-même comme un écrivain de musique. Cette définition est à la fois très simple et très riche. La musique, écrivait-il, est un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore. Je trouve cette définition formidable. Elle a l'air abstraite et vous allez voir qu'elle nous mène tout droit à la question du corps. Cette définition comporte trois mots importants, différence, temps, sonore. Je la répète avant de la commencer. La musique est un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore. La musique structure le temps. Elle ne s'occupe pas de l'occuper ou de faire passer le temps, elle le structure, elle l'organise, elle lui donne une forme particulière. La forme la plus simple de la structuration du temps, c'est la simple métrique. Par exemple, l'alternance des longues et des brèves. Pam, 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 etc. La métrique est une scansion régulière, purement répétitive, mince, plus complexe que la métrique et le rythme, qui introduit des irrégularités volontaires. Mais beaucoup d'autres facteurs contribuent en musique à structurer le temps. Les hauteurs, les durées, la mélodie, l'harmonie, l'instrumentation. La structure du temps musical est toujours une structure concrète. Je crois que ça, c'est clair, j'espère. Plus énigmatique est la formule sous la catégorie du sonore. La musique structure le temps sous la catégorie du sonore, mais du sonore seulement. À la différence du théâtre, par exemple, où le sonore est combiné avec du texte, avec des mouvements, pas en musique. Méthodologiquement parlant, même si la part de la musique sur texte est considérable dans l'ensemble des musiques savantes et populaires, c'est la musique purement instrumentale qui révèle le mieux
l'essence purement sonore de la musique. Le son est à la fois le matériau de la musique et l'outil de structuration de cet autre matériau qu'est le temps. Or, réfléchissons-y, il y a beaucoup d'autres moyens dans la vie de structurer le temps. Quelques exemples. On peut structurer le temps sous la catégorie du mouvement. Cela s'appelle la danse. On peut structurer le temps sous la catégorie des choses à faire. Cela s'appelle littéralement un agenda. Agendum en latin, c'est ce qui doit être fait. Agenda, les choses que nous avons à faire. On peut structurer le temps sous la catégorie du culte religieux. Cela s'appelle la liturgie. Le poète, le romancier, structure le temps sous d'autres catégories encore. On peut s'amuser à chercher d'autres applications de cette formule. C'est à la fois intéressant et révélateur. Mais l'outil dont dispose le musicien pour structurer le temps, c'est le son, et le son tout seul. Maintenant, pourquoi André Bokourechlief parle-t-il de production de différences? Parce que structurer, c'est produire des différences. Ce qui n'est pas structuré, c'est ce qui est amorphe, informe, mou et cotonneux, comme un nuage ou comme un brouillard. Parfois, ça nous est tous arrivé, quand on regarde un nuage informe, on s'efforce d'y reconnaître un objet ou un visage familier. Alors on y introduit des différences, on le structure. Les différences sont essentielles à la musique. Elle vit de ces petites ou de ces grandes différences. La variation, par exemple, est un principe fondamental de toutes les musiques. Je ne pense pas seulement ici au couple thème et variation de la musique savante, non. Dans toutes les musiques, on varie. Bon. Le musicien va reprendre un thème déjà entendu un peu auparavant, mais il va le modifier, y ajouter une nuance rythmique, il va l'accélérer, le ralentir, il va ajouter des ornements, il va le faire jouer par d'autres instruments, par la voix, etc. La musique est donc bien un système de différences qui structure le temps sous la catégorie du sonore. Mais pour produire effectivement ces différences, à la fois temporelles et sonores, il ne suffit pas de les penser dans sa tête. Il faut des corps sonores. Et il faut même deux types de corps sonores, des musiciens et des instruments. Et nous voici menés tout droit de cette définition qui paraissait abstraite à la concrétude du corps. Alors on peut envisager la question du corps musicien en termes de métier ou de spécialité professionnelle. De ce point de vue, on peut distinguer 4 catégories. Le chanteur ou la chanteuse, l'instrumentiste, le luthier, la luthière, le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre. Chanteur, instrumentiste, luthier, chef d'orchestre, 4 types de corps engagés dans la production de la musique. Le chef d'orchestre est un cas assez intéressant parce que c'est un musicien qui est très corporel, très physique. On a tous vu des chefs d'orchestre qui déploient leur corps avec une grande énergie. Et pourtant, le chef d'orchestre ne produit aucun son. Il est le seul de l'orchestre à être muet, silencieux, insonore. Certains chefs gesticulent beaucoup. Certains surjouent même leur gestuelle. Mais il ne faut surtout pas qu'on les entende. Le film Prova d'Orchestra de Fellini en 1978 donne une vision assez extraordinaire des tensions et des affrontements qui peuvent animer une vie d'orchestre et de cette difficile construction d'un jeu collectif. Je voudrais vous montrer une photographie, non pas d'un chef d'orchestre, mais d'une chef d'orchestre que je trouve par Susanna Melki, née en 1969 en Finlande. Voici. On espère que tout marche bien. La photo passe bien? Parfait. Alors, c'est Susanna Melki. On s'arrête une seconde sur cette photo. Bon, elle est au centre de l'orchestre, en tout cas de ce qu'on voit de l'orchestre. Elle a sa baguette à la main. Observez le moment du concert. Le concert vient de se terminer, en tout cas la pièce qu'elle dirigeait vient de se terminer. On le voit à la position des archers. Les archers sont en l'air, ce qui est le cas quand les musiciens, au dernier moment, l'accord s'arrête, ils lèvent l'archer, ils le lèvent de l'alto et du violon, voilà. Donc on sait qu'elle vient de frapper le dernier accord. Bon, voilà, c'est une belle photo d'une grande chef et qui permet de nourrir un petit peu l'idée du corps du chef d'orchestre. Encore une fois, un corps qui déclenche les sons, mais qui n'en produit lui-même aucun.
Je ne m'arrête pas davantage sur les chefs d'orchestre, parce que sa causalité est gestuelle, symbolique, mais non pas physique. Les instrumentistes, au contraire, créent directement de la musique et du son par une causalité physique sur leur instrument. Alors la musique, d'après moi, est le seul art qui ne peut pas se passer d'instrument. Tous les arts ont des techniques, bien sûr, des techniques matérielles, des techniques corporelles, des techniques intellectuelles. Beaucoup d'arts usent d'outils ou d'objets techniques, le pinceau, le ciseau, la caméra. Mais dans tous les arts, autres que la musique, quand l'œuvre est terminée, les outils et les objets ne sont plus nécessaires. Le peintre peut poser son pinceau et le cinéaste peut poser sa caméra, le tableau est fait, le film est fait. Il en va différemment en musique. Quand l'œuvre est terminée, c'est-à-dire qu'elle est notée sur une partition ou qu'elle est mémorisée dans la tête, notamment dans les cultures orales, il est encore nécessaire de faire appel à des instruments de musique, pour faire exister complètement l'œuvre, pour la jouer, pour qu'on l'entende. Elle est sonore, elle doit être entendue. L'usage des instruments de musique est coextensive à l'existence pleine de l'œuvre musicale. Alors bien sûr, on pourrait dire que la voix humaine aussi est nécessaire. Il existe une musique purement vocale et beaucoup de musiques sont à la fois vocales et instrumentales. Mais je pense, quoique ce point ne soit pas important pour notre propos d'aujourd'hui, je ne le développerai pas, je pense que même la musique purement vocale est structurée culturellement par les instruments de musique sur l'organisation desquels elle s'est construite. Mais bon, on peut laisser ça de côté pour le moment. Le musicien, contrairement aux autres artistes, n'emprunte pas son matériau directement à la nature. Il le fabrique, il le fait fabriquer. Le peintre se sert de pigments naturels ou de pigments synthétiques depuis assez peu de temps d'ailleurs à l'échelle de l'histoire de l'humanité, mais ces pigments sont eux-mêmes dérivés d'éléments naturels. Le sculpteur se sert de marbre, de glaise, de terre, de métaux qu'il trouve dans la nature, qu'il transforme. Mais le musicien, lui, ne se sert pas de son naturel, à quelques microscopiques exceptions contemporaines près. Il ne se sert pas des chants d'oiseaux, il ne se sert pas du bruit des cascades. Il se sert de sons qu'il a lui-même fabriqués. Pour les fabriquer, ben, il faut fabriquer préalablement des petites machines, des machines qui vont servir à fabriquer le matériau. C'est quand même le seul art qui doivent construire des machines pour fabriquer son matériau. Et ces machines capables de fabriquer son matériau, c'est-à-dire le son, ça s'appelle des instruments de musique. Un tuba, un piano, un violon, une guimbarde. Il y en a 12 000 différents recensés dans le Grove, le grand dictionnaire britannique, qui a recensé tous les instruments de musique connus. La musique connaît donc une étape supplémentaire par rapport aux autres arts. Les autres arts empruntent leurs matériaux à la nature, la musique n'emprunte pas ses matériaux à la nature. Elle fabrique des instruments qui permettent de fabriquer ce matériau. Puis le compositeur se sert de ces sons pour construire son œuvre. Et enfin, les instrumentistes, jouant l'œuvre, produiront avec leurs instruments les sons que voulait le compositeur. Pour le dire de manière plus simple, le luthier ou le facteur d'instruments n'ont pas d'équivalent dans les autres arts. La langue française a une petite nuance qui n'est pas importante ici. Le luthier fabrique les instruments à cordes et le facteur d'instruments fabrique les pianos, les orgues et tous les instruments à vent ainsi que les percussions. Bon, c'est une distinction purement linguistique. Tout cela nous mène à ce que j'appelle les deux corps de l'instrument de musique et les deux corps de l'instrumentiste. Il me semble qu'on n'a pas seulement deux éléments, deux corps quand un instrumentiste prend son violon, mais qu'on en a quatre. Que le violon ou le piano ou la trompette a deux corps et que l'instrumentiste en a aussi deux. Alors c'est peut-être un peu étrange, mais je vais tâcher d'expliquer pourquoi. L'instrument de musique a d'abord un corps physique. Il est en bois, en métal, en plastique, et il peut produire toutes sortes de sons. Si vous avez un violoncelle dans la main, vous pouvez taper dessus, vous pouvez le jeter par terre, vous pouvez le gratter avec un couteau, vous pouvez faire toutes sortes de choses sonores. Mais en principe, ce n'est pas prévu, en tout cas dans la musique classique. Il n'est pas prévu qu'on se serve d'un violoncelle comme ça. Donc, vous avez son corps physique, qui est d'ailleurs comme objet physique est fragile, s'il prend la pluie, il va s'abîmer, il peut être cassé, il peut brûler, il peut… Bon, ça c'est son corps physique.
Et puis, il a son corps musical, qui est le même objet, mais en tant qu'il produit les sons qui sont requis par la musique, les sons qui sont considérés comme musicaux dans la société considérée à un moment donné. De temps en temps, ça arrive dans les concerts, par exemple dans les concerts de quatuor à cordes, une corde casse. Ça arrive. Bah, à ce moment-là, bien sûr, le musicien se retire un quart d'heure à peu près pour changer la corde. La corde qui casse sur un violon ou un alto, c'est le corps physique de l'instrument qui l'emporte sur le corps musical. Il nous rappelle qu'avant d'être un violon, il est un instrument physique qui est soumis à des tensions extrêmement fortes et que parfois, bah, ça casse. Voilà. L'instrumentiste a lui aussi deux corps. Il a son corps organique, son corps vivant, son corps de femme ou d'homme avec son histoire, sa culture, ses possibilités physiques, etc., etc., etc. Et puis il a son corps musicien. Le corps organique se construit comme corps musicien par le travail, l'apprentissage, la répétition. C'est un travail considérable d'ailleurs que de façonner son corps organique pour en faire un corps apte à jouer du tuba, de la contrebasse ou de la batterie. On pourrait même dire d'ailleurs que le corps musicien est plusieurs. Un seul corps organique peut donner plusieurs corps musiciens. Je veux dire que lorsqu'un musicien joue à la fois du piano et de la trompette, hein, c'est pas si rare que ça, bah, c'est pas du tout le même corps musicien, c'est le même corps organique certainement, mais ça n'est ni les mêmes réflexes, ni la même, le même jeu des muscles, ni la même énergie. Voilà. Comme si à chaque instrument correspondait une musicalisation différente du corps organique de l'instrumentiste. Tout dans le corps organique peut être mis au service de la musique. Alors bien sûr, principalement la bouche et les doigts. Ce sont quand même les parties du corps humain les plus utiles quand on veut jouer de la musique. Mais le pied est très utile aussi pour le batteur, pour l'organiste, pour le harpiste ou la harpiste, etc. Mais aussi les cuisses, le ventre, les chevilles que l'on entoure de sonnailles dans beaucoup de civilisations. André Scheffner, qui a écrit le premier traité scientifique d'organologie, c'est-à-dire de théorie des instruments de musique, en 1936, Origine des instruments de musique, insistait sur l'origine corporelle des instruments de musique. Alors tout à l'heure, j'évoquais la corde qui casse dans un instrument à cordes, et je disais c'est le corps physique qui d'un seul coup se rappelle à notre bon souvenir derrière le corps musical. Un instrumentiste qui fait une fausse note, un clarinettiste qui fait un canard, ça arrive aussi. C'est la même chose. C'est le corps organique qui se rappelle, au bon ou au mauvais souvenir, en l'occurrence, lors d'un concert, du musicien. Voilà, un moment de fatigue, un moment d'inattention, on ne sait pas comment on fait pour accrocher une note ou pour rater une note qu'on a faite 100 fois sans aucun problème, et puis le jour du concert, on la rate, ça arrive. Bon, voilà. Peu à peu, l'instrumentiste, par le travail et la répétition, l'instrumentiste s'incorpore son instrument. Je voudrais évoquer un violoniste virtuose très important en France, Pierre Baillot, né en 1771 et mort en 1842, qui fut un génie du violon et qui publie en 1834 un art du violon. Dans son art du violon, en 1834, c'est un vieux monsieur à l'époque, hein, il écrit une phrase, bon, dans le style un peu de l'époque peut-être, hein, mais ce qu'il dit est intéressant. Je cite, « Initié par de continuelles étreintes à tous les mystères du cœur, le violon respire, il palpite avec lui. Son timbre est une seconde voix humaine. » Alors c'est intéressant cette phrase, ce violoniste très expérimenté qui présente son violon comme une seconde voix, V-O-I-X. Ce qui m'importe dans cette formule, c'est le mot étreinte, qui est un terme érotique. Le mot étreinte entre le violon et son instrument, une étreinte qui finit par transmettre à l'instrument de bois ce que Pierre Baillot appelle les mystères du cœur. Mais alors, chez Baillot, cette idée remonte très loin. Dans une lettre de jeunesse en 1795, il avait 24 ans, Baillot décrivait de façon très imagée son corps à corps avec son violon, qui était un excellent violon du luthier François-Louis Pic.
Et voici ce qu'écrivait en 1795 Pierre Baillot. Je travaille le plus souvent possible l'excellent instrument que je tiens de vous, mais nous sommes perpétuellement en guerre ensemble, semblable à un coursier fougueux qui s'aperçoit de l'inhabileté de la main qui le guide. Il m'entraîne beaucoup plus loin que je ne croyais aller. C'est lui qui me dompte et me conduit. C'est lui qui me force à chercher à donner plus d'étendue à mon jeu, plus de force à mes nuances, plus de moelleux à mes sons. Alors là, il y a une comparaison entre un violon et un cheval, un coursier. Bon. Et le violoniste doit dompter son violon comme le cavalier doit dompter le cheval. Il y a là quelque chose, vous voyez, entre la lettre de 95 et son traité de violon de 34, il y a la même idée. Une sorte de combat et de fusion, d'étreinte combative entre l'instrumentiste et son instrument. Je voudrais vous montrer deux images. La première, que voici. Alors, c'est une photo prise en 1917 à Philadelphie, lors d'une parade célèbre dans cette ville depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, la Philadelphia Mummers Parade. Alors, on voit une contrebasse, on voit les pieds du monsieur. On peut penser que c'est un monsieur parce que son bras est un peu poilu, mais ça ne se voit peut-être pas bien sur l'image. Bon, c'est une construction amusante, mais qui m'intéresse par sa force plastique et symbolique, puisqu'on a l'impression qu'en effet, il y a eu une fusion entre le contrebassiste donc, et sa contrebasse. Voilà. Je voudrais vous montrer une deuxième image que voici. Alors, c'est le dernier ou un des tout derniers tableaux de Paul Klee, né en 1879, en 1940, et qui s'appelle Der Paukenspieler, comment est-ce qu'on dit ça, le timbalier. Le timbalier. C'est moitié abstrait, moitié figuratif. J'oublie de dire que Paul Klee était passionné par la musique, il était lui-même un très bon violoniste, et le thème musical apparaît très souvent dans ses toiles. Et ce timbalier, son bras en bas du tableau est déjà une maillotche pour frapper la timbale, et cette maillotche séparée du corps est déjà un bras. Enfin, il y a quelque chose dans l'imaginaire de ce tableau qui me parle beaucoup, que je trouve très fort. Voilà, le joueur de timbale, au fond, ses bras font corps avec les deux maillotches dont il se sert pour frapper la timbale ou, qui sait, peut-être aussi la grosse caisse. Alors, comment s'articulent ces quatre corps? Ils s'articulent, les deux corps de l'instrument, les deux corps de l'instrumentiste, par le travail, tout simplement, par ce combat un peu amoureux qu'évoquait Pierre Baillot. C'est en répétant, en travaillant, en faisant ses gammes, en faisant des essais, en improvisant, en jouant des pièces, en se corrigeant, que le musicien, au fur et à mesure qu'il élève son instrument d'objet technique et physique à son statut d'instrument musical, va transformer son propre corps, de corps simplement organique, en corps musicien. Les deux opérations se font en même temps. C'est ainsi qu'il acquiert ce qu'on peut appeler le geste instrumental. Et je voudrais introduire dans notre réflexion commune une distinction fondamentale en ce qui concerne deux types de gestes. Cette distinction, je la dois à Claude Cadoz, qui est un collègue et un ami de Grenoble, qui a beaucoup travaillé depuis très, très, très longtemps sur ces questions. Claude Cadoz distingue dans notre usage de tous les objets techniques. On oublie pendant quelques minutes ou quelques secondes la musique. Il distingue deux types de gestes, un geste instrumental et un geste non instrumental. Ce que Claude Cadoz appelle geste instrumental, c'est, je cite, l'ensemble des comportements gestuels appliqués à un instrument et dont une partie produira l'énergie nécessaire à la finalité de la tâche. Alors, la formule est peut-être un peu abstraite, je la commente. Un geste est instrumental pour Claude Cadoz quand une partie au moins de l'énergie consommée par l'objet pour
pour faire ce qu'il a à faire, provient directement du corps humain utilisateur. Et le geste est instrumental quand cette énergie du corps humain est transmise sans rupture, sans discontinuité à l'objet technique. Quand cette condition de continuité énergétique n'est pas remplie, le geste n'est pas instrumental. Alors, je vais vous donner deux exemples parfaitement clairs. Vous prenez d'un côté un vélo, alors attention, un vélo non électrique, et de l'autre, vous prenez une voiture. Bon, les gestes du cycliste sur son vélo non électrique sont des gestes instrumentaux, parce que c'est bien l'énergie de son corps qui se transmet sans discontinuité aux roues par le truchement mécanique des pédales, des plateaux et de la chaîne. Et donc, c'est bien l'énergie physique dépensée par notre cycliste qui fait avancer la machine. Le geste est donc instrumental. En revanche, si vous êtes au volant d'une voiture, ce n'est pas votre énergie qui fait avancer la voiture. C'est l'énergie du moteur à explosion, de l'essence qui est dedans. Vous vous contentez de guider, de réguler cette énergie, mais vous ne la créez pas. Rien de l'énergie de votre corps ne passe dans les roues de la voiture pour la faire avancer. Donc, vous voyez, cette distinction, elle est très intuitive. Or, pour Claude Canoz, un instrument de musique acoustique, je veux dire qui n'est pas électronique, qui n'est pas numérique, demande des gestes instrumentaux qui convertissent l'énergie du corps humain, par exemple le souffle et la mobilité des doigts pour un instrument à vent, comme une trompette, une flûte, une clarinette, un hautbois, un basson, etc., ou bien l'énergie musculaire et la souplesse des poignets et des doigts pour les instruments à cordes, ou encore le piano. Bon, toutes ces énergies du corps humain sont transformées en énergie sonore. On a donc une continuité énergétique entre le corps de l'instrumentiste et son instrument. Sans continuité énergétique, je préfère répéter cette idée parce qu'elle est fondamentale, le geste n'est pas instrumental. Voilà pourquoi les gestes du chef d'orchestre ne sont pas instrumentaux. Il agit par transmission de signaux, mais non pas par transfert d'une énergie physique. En revanche, les musiciennes et musiciens qui le dirigent, eux, ont des gestes instrumentaux. Et je voudrais montrer une autre image qui est, vous le reconnaissez sans doute, le très grand violoncelliste russe Mislav Rostropovitch. J'aime beaucoup cette photo où on le voit penché sur son instrument, sur son violoncelle. C'est l'étreinte dont parlait tout à l'heure Pierre Baillot. Voilà, faisant corps, pour ainsi dire, avec lui. Voilà, il y a quelque chose de très fort, je trouve, dans cette fusion de l'instrumentiste et l'instrument. Et on comprend ici peut-être encore plus clairement que dans la définition abstraite que je donnais tout à l'heure, on comprend ce que c'est que cette continuité énergétique. Là, c'est toute la force énergétique de Mislav Rostropovitch qui passe dans le violoncelle et que nous entendons, que nous entendions et que nous pouvons toujours entendre dans ces enregistrements. On a ici une idée qui vient assez naturellement à l'esprit quand on pense à ce rapport entre le corps de l'instrumentiste et le corps de l'instrument, c'est l'idée de virtuosité. Il faut beaucoup de temps pour que le corps apprivoise l'instrument et se transforme lui-même, corps organique en corps musicien. Et au-delà d'un certain niveau de compétence, on parle de virtuosité. Des virtuosités, il y en a dans tous les types de musique. Pour des raisons culturelles évidentes, on pense plutôt spontanément à des gens comme Franz Liszt, par exemple, le virtuose du piano incroyable du 19e siècle. Bach était un très grand virtuose. Bon. Mais il y a des virtuoses dans toutes les cultures et avec tous les types d'instruments. Le jazz, qui est entièrement fait d'improvisation, offre de très nombreux exemples de virtuoses, car il y a un lien entre la virtuosité et l'improvisation. Je ne peux pas développer ce point, mais quelqu'un de réellement virtuose a une telle maîtrise technique de son instrument qu'il est capable de faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi, c'est-à-dire de faire de la musique alors que rien n'est écrit et que tout vient de lui. La virtuosité ainsi comprise, suppose une maîtrise complète de son corps, de son instrument, et puis une maîtrise qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi mentale, qui est aussi psychique. Voilà.
La virtuosité, c'est une surenchère de maîtrise technique, une débauche de prouesse, une vélocité exceptionnelle, une capacité à prendre des risques dans le combat entre l'instrumentiste et son instrument. Le virtuose, d'ailleurs, à ce point de, comment dirais-je, d'incandescence, peut osciller entre le héros, semi-divin, et le battleur. Au XIXe siècle, Franz Liszt, déjà évoqué, ou Paganini, au violon ou à l'alto, étaient à la fois des demi-dieux et un peu, à certains égards, des histrions. Voilà pour la virtuosité. Mais il est temps, et là notre réflexion va changer complètement d'orientation, il est temps de faire entendre une voix différente et quelque peu dissonante par rapport aux représentations habituelles du corps musicien, dont relève aussi largement tout ce que je viens de vous dire. Je voudrais m'arrêter ici sur un cas particulier, très riche humainement, musicalement et je dirais même politiquement, à savoir la musique pratiquée par les personnes en situation de handicap. Ce sont d'autres corps qui vont maintenant jouer. J'ai participé en 2017 à la 7e rencontre nationale du réseau national musique et handicap à Saint-Nazaire, consacrée aux instruments de musique adaptés aux personnes handicapées. Je dois dire que ces quelques jours ont été pour moi une des expériences les plus marquantes que j'ai pu connaître dans le monde de la musique. J'ai rencontré dans ma vie des luthiers, des chefs d'orchestre, des musiciens, des chanteurs, mais là c'était vraiment autre chose, un autre monde. Je dois dire que les gens qui travaillent dans le réseau national musique et handicap sont des gens formidables et leurs inventions organologiques et pédagogiques sont extraordinaires. Et plus formidables encore sont les musiciens handicapés, souvent jeunes ou très jeunes et parfois très lourdement handicapés. L'énergie qu'ils déploient pour arriver à jouer de la musique malgré tout est extraordinaire. Et leur réussite musicale, parfois très impressionnante, m'inspire plus d'admiration que la course à la vélocité de certains pianistes d'aujourd'hui. J'ai compris à cette occasion pourquoi la question du handicap était tellement refoulée dans le monde de la musique. Je pense même que la question du handicap est plus refoulée dans le monde de la musique qu'elle ne l'est dans le monde du théâtre. Je pense que la question du handicap dans le monde de la musique est doublement refoulée, pour deux raisons. D'une part, précisément l'idéologie de la virtuosité telle que je viens de la décrire assez classiquement en évoquant Liszt, Bach, Paganini et d'autres. Bon. L'idéologie de la virtuosité, c'est le corps surpuissant. Alors si on a dans la tête l'idée d'un corps surpuissant, il n'y a pas de place pour le corps handicapé. Et puis d'autre part, le deuxième élément de ce refoulement, c'est la logique de concours et de compétition dans lesquels les artistes se sont plongés pour se faire une place. Nous le savons bien, le monde de la culture est un monde très dur. Que l'on soit comédien, danseur, musicien ou technicien, il faut se battre pour décrocher un contrat, un rôle, une place dans l'orchestre. Le refoulement de la question du handicap est dû non pas à une indifférence éthique, mais à des raisons, je pense, profondément sociales. Or, les physiciens, acousticiens et luthiers, il faut les trois, qui s'associent pour inventer et construire des instruments spécifiques pour les personnes en situation de handicap, fabriquent trois types d'instruments. Des instruments classiques qui sont adaptés à un handicap particulier. Par exemple, la reconstruction d'un corps, COR, hein, d'un corps, du corniste, bon, pour un jeune homme hémiplégique, et qui n'avait donc qu'une jambe et qu'un bras à sa disposition. Un corps de corniste monté sur un support et adapté a permis à ce jeune homme d'en jouer. Deuxièmement, des instruments qui sont entièrement inventés, qui sont le fruit de l'invention organologique, et l'humanité est très féconde en invention d'instruments, adaptés à un cas ou à des cas particuliers. Et troisièmement, troisième type d'instruments, et ce sont ceux qui suscitent le plus d'étonnement et d'admiration, pour les handicapés les plus lourds, des interfaces, qui sont soit mécaniques, soit numériques, soit combinées mécaniques-numériques, et qui vont relier le corps handicapé à un instrument classique, par exemple des percussions ou même un violon. Et je voudrais d'ailleurs ici citer trois noms. Guillaume Thoman, qui est chercheur à l'Institut Polytechnique de Grenoble et qui consacre sa recherche depuis 15 ans à ces questions. Jacques Cordier et Georges Alloro, qui fabriquent ces instruments adaptés, à chaque fois adaptés à un handicap particulier.
Je vais vous montrer non pas un de ces instruments, mais un schéma théorique, enfin très simple, hein, juste pour expliquer le principe. Comment faire jouer d'un instrument à un corps qui n'a pas les ressources organiques nécessaires pour le faire. Bah, c'est ça, l'invention de ces personnes. Voilà, le schéma est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut bien qu'il y ait un problème technique à un moment. Le schéma apparaît en principe. Voilà. Vous avez le sujet, donc qui par définition est ici une personne en situation de handicap. Vous avez une interface. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Cette interface, qui est donc une invention acoustique et technique, transmet un message, soit directement à un système électromécanique qui va pouvoir frapper, par exemple ici, un xylophone ou c'est une caisse claire, j'imagine, bon, plus ou moins symbolisée, soit un logiciel musical qui va lui-même déclencher un système technique qui va frapper la caisse claire, par exemple. Voilà. Et donc, vous avez deux feedbacks. Le musicien sent le retour du bouton sur lequel il appuie, par exemple, et puis il entend évidemment le son qu'il a ainsi indirectement produit. Là, évidemment, il y a une rupture de la continuité énergétique, c'est même le principe même de ce genre d'instrumentarium. Et l'exemple, par exemple, ça peut être non pas un bouton, mais une sorte de coussinet qui est conçu de telle sorte que plus on appuie dessus et plus le courant passe et par conséquent déclenche une intensité plus grande de la maillotche sur la caisse claire, par exemple. Voilà. Bon, ce que m'ont appris les discussions avec à la fois les inventeurs, les responsables et les quelques musiciens handicapés qui étaient présents, c'est que justement cette image de la virtuosité que je développais tout à l'heure, ce n'était qu'une des deux facettes de la virtuosité. La virtuosité, ce n'est pas seulement le corps surpuissant et battant des records comme un sportif en championnat. La virtuosité, c'est aussi, et peut-être plus essentiellement, quoique non visiblement, arriver à faire plus que ses forces et que ses capacités laisseraient attendre. Dans les deux cas, il s'agit de se surpasser. Mais se surpasser n'a pas tout à fait le même sens. Dans la virtuosité classique, celle à laquelle on pense spontanément, il y a toujours plus ou moins l'idée que l'on surpasse aussi les autres. Mais la virtuosité des musiciens handicapés est une virtuosité par rapport à soi, et une virtuosité qui, je crois, est plus vraie. Si cette question vous intéresse, allez voir tout simplement sur votre navigateur préféré, Réseau national musique et handicap, et vous trouverez une somme d'informations, de documents qui vous feront réfléchir. Je vais maintenant, après ce passage qui me paraissait vraiment très important, m'arrêter, mais pas très longtemps, sur la question du chant. Parce qu'évidemment, on a le corps de l'instrumentiste, on a vu que ce corps de l'instrumentiste pouvait être handicapé, on a le corps du chanteur, qui lui aussi a deux corps, son corps organique et puis son corps musicien, qui se construit par le travail aussi, parce qu'on ne chante pas avec sa voix naturelle, mais avec une voix technique, une voix musicienne qui a été travaillée. Je dois dire que je suis moins familier avec l'art du chant. Le chant m'intéresse musicalement tout autant que les instruments, mais du point de vue du travail intellectuel que j'essaie de faire, je ne travaille pas du tout sur le chant. Je vous dirai donc simplement trois choses. La première, je l'ai d'ailleurs déjà dite, la voix professionnelle, la chanteuse du chanteur est une voix travaillée. Encore une fois, il y a quelques exceptions, notamment dans les musiques populaires, mais enfin, c'est une voix travaillée qui n'est pas la voix naturelle et qui parfois sonne tout à fait différemment. On est parfois surpris si on a l'occasion de parler avec une chanteuse dont on connaît les enregistrements ou les concerts, mais elle ne parle pas du tout dans la vie de la même manière, c'est pas la même voix. Bon, là aussi, un autre corps est né dans le corps organique. Deuxièmement, on chante avec la totalité de son corps, et pas seulement avec la bouche et l'ensemble du système vocal, mais on chante avec la totalité de son corps, avec le déploiement de toute son énergie. Et troisième remarque, qui est peut-être plus originale, il y a une symétrie entre l'instrumentiste et le chanteur.
L'instrumentiste, on l'a vu, cherche à incorporer son instrument, hein. Et on a vu Mislav Rostropovitch étreindre son violoncelle, et on a vu Paul Klee peindre un Paukenspieler voilà, vraiment, les deux sont vraiment fusionnés. Le chanteur, c'est l'inverse. Le chanteur cherche à extérioriser, à externaliser, si j'ose dire, c'est un vilain mot, sa voix. Le chanteur cherche à traiter sa voix comme un instrument, alors que l'instrumentiste cherche à traiter son instrument comme sa voix. Je pense que cette symétrie est assez intéressante. Mais j'en arrive à ce qui va être le dernier moment de mon exposé. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des corps qui produisent de la musique. Et cette musique, elle est entendue. Elle est entendue par les auditeurs, par nous. Et la musique que nous avons tenté de prendre à bras le corps, elle attrape aussi le corps. C'est nous qui sommes attrapés par la musique. Il est temps de parler des emprises de la musique sur les auditeurs. C'est d'autant plus nécessaire que cette emprise de la musique sur les corps n'est pas anodine. Les pouvoirs, et quand je dis pouvoir, ça n'est pas péjoratif, hein. Bon, les pouvoirs tentent de s'en emparer. Je crois que la puissance, enfin je suis sûr que la puissance des effets musicaux est un universel anthropologique. Dans toutes les cultures, la musique rythme les fêtes, elle intervient dans le cérémonial religieux, elle provoque la transe ou l'extase, elle accompagne les armées au combat ou les chasseurs à la curée. Ce fait de l'emprise musicale est évident, mais il est énigmatique. Deux questions sont classiquement posées. L'emprise musicale est-elle physique ou morale? Est-elle naturelle et culturelle? Première question. Et deuxième question, comment se fait-il que cette emprise se manifeste sous les deux formes contradictoires du déchaînement d'un côté et de l'apaisement de l'autre? Le déchaînement, c'est la musique dionysiaque, c'est dans la mythologie grecque l'ensorcellement que produit la flûte de Pan. Et du côté de l'apaisement, c'est la lyre d'Orphée, c'est la musique apollinienne, la lyre d'Orphée qui charme et calme et rend inoffensifs les animaux. Comment se fait-il qu'elle puisse produire aussi bien la transe que l'extase, son opposé? Alors je crois qu'il faut distinguer, comme Gilbert Rouget dans un livre que j'ai mis dans la bibliographie qui vous a été envoyé, euh, la transe et l'extase. Les deux mots sont parfois confondus. C'est bon, je ne rentre pas dans ces discussions, je n'ai pas le temps. Mais Gilbert Rouget, qui est un anthropologue, enfin qui était un anthropologue, qui a écrit des choses, la musique et la transe, bon, son grand livre, pense, et je crois qu'il a raison, que ce sont deux effets totalement opposés de la musique sur le corps. L'extase est immobilisation. La transe est mise en mouvement, déchaînement du corps. L'extase est du côté, au fond, finalement, du silence et de la contemplation. L'extase est du côté de la danse dionysiaque, si on veut. Voilà. Or, les instruments peuvent produire l'un et l'autre, même s'ils produisent plus naturellement la transe que l'extase. Gilbert Rouget, pour répondre à la question est-ce que l'emprise musicale est physique ou morale, Gilbert Rouget écarte l'idée répandue que les instruments agiraient par leur seule propriété physique. On croit souvent que seul le tambour, alors évidemment le tambour, enfin les tambours, les percussions, on sait que les percussions nombreuses et bien jouées produisent des effets importants sur le corps, sur l'âme, et ça a des effets de mise en transe. Mais c'est une erreur de penser que seuls les instruments de percussion, que les instruments très sonores, comme les cuivres, peuvent produire cet effet. Ça n'est pas vrai. Retirer d'ailleurs aux instruments de percussion ou aux cuivres le privilège d'emprise que le sens commun leur accorde, c'est déphysicaliser, c'est dénaturaliser l'emprise. L'emprise que la musique a sur les corps, elle n'est pas seulement physique. Elle a une dimension physique, mais elle n'est pas seulement physique. Jean-Jacques Rousseau le disait déjà avec une extraordinaire sûreté. Il disait que la musique agit davantage comme signe que comme son physique. C'est dans son traité L'essai sur l'origine des langues, chapitre 15. Et Gilbert Rouget dit, Rousseau a raison. L'efficacité corporelle de la musique dépend davantage de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle une action morale, on dirait aujourd'hui culturelle, que des pouvoirs physiques du son musical. Alors, après ces quelques remarques,
j'en viens à ces forces qu'exerce la musique sur les corps des auditeurs. Euh, Petite remarque méthodologique. On va partir de l'utilisation qu'en font les pouvoirs. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de loupe grossissante. Les sociétés cherchent à capter cette énergie. Toutes les sociétés cherchent à capter les énergies. On capte l'énergie de l'eau pour faire tourner des moulins, enfin, dans le passé, on capte l'énergie du vent, aujourd'hui pour faire tourner des éoliennes. La musique est une énergie, alors elle n'est pas de nature que l'eau et le vent, mais enfin, c'est une énergie, tâchons de la faire servir à quelque chose. C'est tout à fait, j'allais dire, compréhensible. Or, toute utilisation sociale et politique de la musique peut nous instruire sur ses pouvoirs. C'est ça que j'appelais le ver grossissant. Je vais, en suivant ce ver grossissant de l'utilisation sociale de la musique, pouvoir peut-être éclairer cette énigmatique puissance que la musique a sur nos corps. J'en vois 6 de ces pouvoirs. Le premier est le plus évident. C'est le pouvoir de mise en mouvement du corps et de contrôle de ce mouvement. Le corps de l'auditeur est rassemblé, polarisé vers un mouvement ou un ensemble de mouvements. La musique canalise, homogénéise, fusionne les mouvements éparpillés du corps humain. Cette concentration des énergies doit beaucoup au rythme qui est culturellement construit. Comme dit Pierre Sauvanet, qui a beaucoup travaillé sur le rythme, il y a résonance entre la musique et le sujet qui l'écoute, et qui est malgré lui soumis à la puissance de cette musique. Prenons des exemples très simples. Le marcheur solitaire qui chante pour structurer et faciliter sa marche. Les chants de marche, c'est pas fait pour faire joli, c'est fait parce que ça aide à marcher. Bon, l'immense corpus de la musique de danse est là aussi comme témoin massif de cette fonction et de ce pouvoir de mise en ordre des mouvements du corps humain. C'est le cas des danses religieuses qui existent dans tant de cultures, de la danse de cour, de la danse bourgeoise, des danses populaires. L'effet est toujours celui d'une régularisation des mouvements du corps. J'ouvre une toute petite parenthèse qui est un paradoxe. Une partie très importante de la musique savante de l'Occident provient de la musique de danse. Pensons aux suites de Bach, par exemple, aux suites pour clavecin, aux suites pour violoncelle, aux suites pour orchestre. Qu'est-ce qu'une suite? C'est une suite de danse, des gigues, des menuets, des allemandes, toutes sortes de danses différentes. Mais ces danses ne sont pas faites pour être dansées. Ça mérite d'être réfléchi, cette affaire-là. C'est de la musique de danse, mais qui est faite pour qu'on l'écoute. C'est le paradoxe d'une musique de danse sublimée et sur laquelle on ne danse plus. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, certains chorégraphes font danser des danseurs sur ces suites de danse. Voilà. Deuxième pouvoir de la musique, le pouvoir de liaison des mouvements de différents sujets. Le pouvoir numéro 1, c'était une seule personne. Le pouvoir numéro 2, c'est plusieurs personnes. La musique facilite l'action collective, tout simplement. Pensons aux chants de travail, chants des marins, chants des bateliers de la Volga, les work songs des esclaves, les chants des piétinements du sol, dont sont issus d'ailleurs beaucoup de chants bretons. Les chants de marche, les musiques de danse, envisagées cette fois-ci dans leur aspect collectif et non plus individuel, en sont autant d'exemples. Tous ces chants sont destinés à accroître la rentabilité du travail et à faciliter l'action collective. Là encore, le rythme joue un rôle essentiel. Et Marcel Mauss, le grand sociologue et anthropologue du début du XXe siècle, Marcel Mauss a fait l'hypothèse passionnante selon laquelle le rythme avait une origine collective. Le rythme serait d'abord une pratique collective. Il écrit: le rythme, faculté d'ensemble, vient directement d'une action faite ensemble. Le rythme viendrait de l'action faite ensemble et, en retour, faciliterait cette action faite ensemble. Troisième pouvoir, on est toujours dans le rapport entre les individus, mais cette fois-ci, le lien social va déborder le lien de travail. Le point 2, c'était l'action collective. Le point 3, c'est plutôt
le lien ou l'union des individus, mais pris en lui-même, ce lien, pris en elle-même, cette union. C'est le moment où le chant se prolonge au-delà du travail qu'il avait rendu nécessaire. C'est le moment où le work song devient negro spiritual. C'est le moment où la Marseillaise n'est plus chantée pour foncer sur l'ennemi, mais pour manifester solennellement l'appartenance à la République française. C'est la fonction des hymnes nationaux, la musique qui est absolument et beaucoup plus fondamentale que les paroles. Et c'est la musique d'ailleurs qui crée seule, je crois, l'émotion très particulière que peut susciter chez beaucoup l'audition, même purement instrumentale, de leur hymne national. La musique crée ainsi une sorte de repère collectif, une sorte d'identité musicale. Elle offre comme une âme au groupe et elle redessine l'identité des individus en tant qu'ils appartiennent à ce groupe. Le quatrième pouvoir est un peu inquiétant. C'est le pouvoir de suspension des puissances critiques, pouvoir quelque peu magique. La musique nous ensorcelle un peu. La musique peut nous mettre à distance, oui, de notre nécessité d'avoir l'esprit critique. La musique occupe le corps, elle occupe l'âme, elle le charme, elle peut mettre en danger. C'est ainsi que, dans l'Odyssée d'Homère, seule une ruse permettra à Ulysse de ne pas mourir du chant des sirènes. Beaucoup plus trivialement, les musiques douces des supermarchés ou des centres commerciaux, voire des fêtes foraines et des parcs d'attractions, à quoi servent-elles? Sinon à euphoriser le visiteur, à lui faire passer, comme on dit, un bon moment, mais aussi de le pousser à l'achat. Suspension des puissances critiques. Cinquièmement, cinquième pouvoir, le pouvoir de fixation de l'attention sur un texte chanté, un pouvoir de vivification et de mémorisation du texte. Alors, ce pouvoir numéro 5 fait intervenir le lien de la musique et du texte, dont je ne parlais pas dans les 4 autres pouvoirs, même si en fait, la plupart des musiques que j'ai évoquées précédemment comportent aussi des textes. Je l'ai dit pour les hymnes nationaux, c'est vrai pour les chants de travail, etc. Mais je parle ici maintenant vraiment de la musique en tant qu'elle est au service d'un texte. Et c'est le cas notamment de la musique religieuse. Quand on chante des psaumes, quand Jean-Sébastien Bach écrit des chorales qui vont être chantées au temple luthérien, il s'agit bien de cela. La musique mise au service d'un texte a un pouvoir de vivification. Le texte chanté prend une densité, un relief, un rythme, une présence, une prégnance tout à fait spécifique. Cette vivification appelle une attention particulière. On lit mieux le texte en le déclamant à haute voix qu'en le lisant muettement, et on lit mieux encore en le chantant qu'en le déclamant, à condition que le chant ne nous fasse pas oublier les paroles, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Et en fait, cette vivification et cette attention produisent à leur tour une mémorisation plus facile et plus exacte. Il est parfois plus facile de retrouver le texte d'une chanson qu'on a oubliée en reprenant la musique dans sa tête. Rythmer un texte, le musicaliser, permet d'apprendre par cœur et de le retenir. Alors, dans cette musique au service du texte, on pourrait mettre toute l'histoire de l'opéra, depuis Monteverdi, avec sa doctrine de la seconda pratica, c'est-à-dire une pratique qui décide de mettre la musique au service d'un texte. Alors, on n'est plus du tout dans la religion, on est tout à fait ailleurs, mais c'est le théâtre en musique. Et il s'agit de donner encore plus de force dans l'esprit de Monteverdi. On est au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, 1607, l'Orfeo, le premier opéra. Il s'agit de donner une force aux paroles et à la situation dramatique, bien entendu, du livret d'opéra. Je vais terminer sur un sixième pouvoir qui est terrifiant. Mais c'est ainsi que j'ai organisé les choses. Ce sixième pouvoir consiste à utiliser la musique comme instrument de domination et même comme instrument de torture. Par exemple, en soumettant le sujet à des niveaux sonores extrêmement élevés, à une musique sans cesse répétée qui devient obsédante et qui finit par déboussoler l'esprit. Malheureusement, cela existe dans la réalité. Il y a un nombre d'études assez importants maintenant qui sont consacrées à cette utilisation de la musique par des États totalitaires et même par certains États démocratiques en situation de guerre.
Comme je ne veux pas trop assombrir cette soirée, je me contente de vous envoyer à une fiction, au film très célèbre de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, où l'on voit et où l'on entend la 9e symphonie de Beethoven servir d'instrument en principe de thérapie, mais d'une thérapie par la torture, ce qui est paradoxal, exercée sur le personnage par ailleurs ultra violent qu'est Alex, à la fois dans le roman et dans le film de Stanley Kubrick. Bon, c'est un film subtil et l'utilisation de la musique de Beethoven dans ce film interroge beaucoup, mais c'est extrêmement intéressant. Cela dit, j'arrive au terme de mon propos et je ne veux pas terminer cette conférence sur cette pensée déprimante que la musique, comme les autres arts, peut être mise au service du mal, de la violence et de la domination. Mais c'est important de le rappeler aussi, car il est bon de ne pas avoir une image angélique et naïve de la musique. À partir du moment où la musique touche le corps en profondeur, il peut en être fait mauvais usage. Et il me semble que toute musique qui nous est imposée contre notre gré relève d'une forme de violence. Mais nous allons terminer de manière beaucoup plus joyeuse. Je vais terminer avec une citation vigoureuse de Vladimir Jankélévitch, qui écrit dans son livre La musique est l'ineffable, page 101. Il écrit ceci: la musique a ceci de commun avec la poésie et l'amour, et même avec le devoir. Elle n'est pas faite pour qu'on en parle, elle est faite pour qu'on en fasse. Et il ne faut pas dire l'amour, il faut le faire. Il ne faut pas dire la musique, il faut en faire. Et au fond, si nous étions en présence réelle au théâtre de Cornouailles, il faudrait peut-être que des musiciens montent sur scène et que nous faisions un bœuf. Mais enfin, qu'on en joue bien ou mal, l'important est qu'on fasse de la musique avec son corps, avec son intelligence, avec sa sensibilité, et de préférence qu'on en fasse avec les autres, car elle sonne beaucoup mieux. Je vous remercie et nous allons maintenant dialoguer, si vous le voulez. Je ne vous entends pas. Oui, je n'ai pas encore parlé. Je savais pas si... du coup, j'ai noté quelques questions, je ne savais pas trop forcément comment intervenir, etc. Enfin, bref. Du coup, j'en ai une première, c'était sur la partie concernant les virtuoses. Je me demandais si vous ne trouviez pas que le concept de virtuose et les deux concepts plutôt qui en découlent, celui de se surpasser et celui on pourrait dire, d'un talent immense, de quelque chose d'unique ou du moins qui, qui a quelque chose de divin, c'est pas un certain reflet de la conception qu'on a dans notre société, hein, du mérite, dans le sens où on peut voir le mérite comme le mérite et peut-être même la méritocratie, mais de manière plus précise, le mérite comme deux choses, soit comme une capacité, ou du moins un retour de capacité à se surpasser, à aller au-delà de ce qui nous était initialement offert, ou tout simplement, et c'est plus souvent comme ça qu'il est pris, comme une capacité à arriver haut, ou du moins à un très haut stade dans la société, mais sans forcément tenir compte des chances qui nous étaient offertes initialement. Oui, c'est une question très, très juste. Il y a deux lectures du mérite. Je n'aurais pas eu l'idée de les rapprocher, mais ça me paraît très juste. Pour ainsi dire, dans le mérite au sens numéro 2, c'est-à-dire arriver haut, le critère est externe. Arriver haut, ça veut dire aussi dépasser les autres. Bon, alors que dans le mérite au sens numéro 1, le critère est interne. C'est-à-dire, vous l'avez très bien dit, aller au-delà de ce qui nous est offert, aller au-delà de ce qui nous a été donné, au fond, aller au-delà de nos ressources. Oui, moi je trouve ça juste. Et c'est vrai que socialement est valorisé celui qui arrive haut, sans trop qu'on s'occupe, enfin on s'en occupe un peu plus quand même maintenant, mais enfin quand même, sans trop qu'on s'occupe de ce que cette personne avait au départ, alors que dans le sens numéro 1, évidemment, on est dans quelque chose qui est éthiquement plus important. Ouais. Voilà. Je ne peux qu'approuver votre Merci beaucoup, comparaison. Je crois que si tu avais une autre question, Jean, pour le moment, les questions n'arrivent pas de manière rapide, donc je t'en prie.
Ok. J'en avais une concernant, vous avez parlé de concept d'âme et pas de physicalisation, mais en gros de conceptualisation de la musique, du fait que c'était quelque chose qu'il fallait peut-être plus ressentir. Et du coup, je me demandais quelle place vous accordez aux mathématiques, en fait, dans la musique, aux liens qu'on peut faire et même aujourd'hui, enfin, aux études, je sais pas, qui ont été faites dessus. Je ne connais pas particulièrement, mais bon, ça semble, c'est assez connu qu'il y a un lien et je me demandais quel lien vous mettez, enfin, quelle importance vous accordez à ce lien. Alors, toute petite remarque, j'ai terminé par cette phrase de Jean Kelevitch, j'aime bien, et qui nous rappelle que quand même, l'art, c'est beaucoup mieux d'en faire que d'en parler. La musique, c'est beaucoup mieux d'en faire que d'en parler. L'amour, c'est pareil. Et le devoir aussi, d'ailleurs. Bon. Cela dit, je passe une partie de mon temps à essayer de comprendre ce qui se passe en musique. Et par conséquent, je considère que la conceptualisation de la musique, c'est une chose importante. Voilà. Les mathématiques. Il y a une base physico-mathématique importante dans la musique. Bon, Pythagore a montré ça. Vous avez une corde d'une longueur donnée, vous la pincez, elle donne un certain son qui a une certaine hauteur, et vous coupez la corde en deux, vous pincez cette demi-corde et elle donne l'octave. Bien. Ça, c'est la découverte fondamentale. Puis vous la coupez aux deux tiers, ça vous donne la quinte, etc. Bon. C'est un rapport mathématique. Et donc, il y a une espèce de structuration dans la mathématique qui est importante. Maintenant, si j'entrais plus, mais je ne peux pas abuser non plus du temps, on pourrait montrer, c'est ce qu'a montré mon collègue André Charac, qu'à partir de Rameau au XVIIIe siècle, on passe des mathématiques à la physique et que la musique est beaucoup plus pensée selon un modèle physique que selon un modèle mathématique. Mais, cela étant dit, ce n'est pas avec des mathématiques et de la physique que l'on compose de la musique. Si vous prenez votre accordéon, si vous prenez votre piano, je ne sais pas si vous jouez de la musique, mais ou si simplement vous chantez, vous n'allez pas penser à Pythagore, vous n'allez pas penser à la série des harmoniques calculées par Helmholtz, etc. Vous n'allez pas vous occuper de tout ça. Vous allez travailler avec un matériau qui est le son, le timbre, les attaques, les durées, les hauteurs. Si vous avez un instrument polyphonique, vous ferez des accords. Et là, il y aura quelque chose de formel, mais qui ne sera plus mathématique. Il y a des propriétés formelles dans la musique. Par exemple, au lieu de monter, vous pouvez descendre. C'est ce qu'on appelle le mouvement contraire. Au lieu de monter d'une quinte, vous descendez d'une quinte. C'est tout à fait spontané. Les musiques populaires le font tout à fait spontanément. On peut faire des choses plus compliquées, ça allait 2 fois plus lentement, exactement 2 fois plus lentement. On peut superposer, alors là ça devient de l'art du contrepoint, on peut superposer une mélodie qui va à sa vitesse normale et la même mélodie en dessous qui va 2 fois plus lentement. Ce qui fait que la version en haut au soprano, il en faudra 2, le temps que celle de la basse soit entièrement déroulée. Et donc il faut calculer pour que ça tombe juste, etc., etc. Ce sont des jeux formels. Et ce ne sont pas des jeux mathématiques, attention. Ce ne sont pas des jeux géométriques. Ce sont des jeux formels qu'on peut représenter sur une feuille de papier, des partitions. Et si on aime ce genre de choses, moi j'aime bien ce genre de choses, le maître absolu, c'est Jean-Sébastien Bach. C'est l'art de la fugue, enfin, voilà. Donc, là, ça peut vous aider à composer ce genre de jeu. Et même dans les musiques, encore une fois, moins savantes que celle de Bach, qui était le savant musical par excellence, hein, on retrouve spontanément ce genre de choses. Donc, vous voyez, pas mathématiques, pas physique, mais je dirais cette logique formelle que l'on peut faire, même sans savoir écrire la musique, on peut faire certaines de ces choses-là. Et bien entendu, si on a l'appui de la partition, comme toute écriture, permet de rationaliser, de raffiner, et même de faire des choses très subtiles de ce type-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, carrément. C'est marrant. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question. Une question tout à fait vient d'arriver sur Zoom d'un spectateur. Vous avez parlé de gestes instrumentaux et non instrumentaux avec un transfert direct ou non de l'énergie de l'instrumentiste. Comment voyez-vous par rapport à ça la musique électronique ou l'usage des instruments amplifiés? Alors, merci pour la question. Juste une petite précision.
Le geste non instrumental, ce n'est pas un transfert indirect. Il n'y a pas de transfert du tout. J'ai peut-être pas été clair. Quand vous roulez sur un vélo non électrique, c'est votre énergie corporelle qui fait avancer la machine. Quand vous roulez en voiture, il n'y a rien de votre énergie corporelle qui fait avancer la voiture. Votre énergie corporelle, il n'y a pas beaucoup d'en donner. Enfin, il ne faut pas en donner beaucoup, c'est pas très fatigant, et ça consiste à tourner le volant, et enfin bon, ce genre de choses. Hein. Mais ce qui fait tourner les roues de la voiture, c'est rien qui vienne de vous. Donc, ce n'est pas un transfert indirect, c'est pas de transfert du tout, c'est une source différente. Voilà. C'était juste une précision. Hein. Alors maintenant, évidemment, la musique amplifiée pose pas de problème. Pas plus que le vélo électrique. Le vélo électrique, c'est une sorte de vélo amplifié. Vous avez votre énergie, vous mettez de votre énergie quand même, on pédale quand même dans les côtes, hein, bon. Mais le moteur vous aide. Bon, il y a deux énergies. Si vous jouez de la guitare électrique, l'électricité amplifie. Ok, donc il y a un élément qui ne vient pas de vous. Mais les sons, c'est bien vos doigts qui pincent les cordes, et c'est bien vos doigts qui jouent de la musique. Donc il n'y a pas de problème pour la guitare électrique et le vélo électrique. Ce sont des instruments, des objets qui font l'objet d'un geste instrumental, puisqu'une partie de l'énergie y passe. Claude Cadot, dans sa définition, dit une partie au moins. Hein. Une partie de l'énergie y passe, et puis un surcroît d'énergie qui vient de l'électricité. Voilà. Donc pas de problème. En revanche, pour la musique purement électronique, c'est différent. Par exemple, un synthétiseur. Alors, Claude Cadot est très radical. Il invente par ailleurs, il a construit des machines musicales tout à fait extraordinaires. C'est pas du tout un ennemi, au contraire, de ces instruments. Mais il dit c'est pas un geste instrumental. Si quand vous appuyez sur la touche d'un synthétiseur, par exemple, tout simplement, c'est pas votre énergie qui passe. Vous vous contentez de déclencher un processus qui est pré-enregistré dans la machine. Et vous pouvez appuyer plus ou moins fort. Alors maintenant, il y a des claviers à retour d'effort, bien sûr. Bon, je laisse ça de côté. Prenons un synthétiseur de base, sans retour d'effort. Vous appuyez sur votre touche, vous pouvez appuyer fort, faiblement, peu importe, il suffit qu'elle s'enfonce, clac, le son se déclenche. Et d'ailleurs, vous pourriez remplacer la touche par un signal optique. Simplement, ce ne serait pas très amusant d'en jouer, mais ça vous donnerait exactement le même son. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une touche qui déclenche le mécanisme, vous pourriez avoir une cellule photoélectrique et puis vous mettriez un peu de lumière et toc, ça déclencherait la même chose. Donc, Claude Cadoz l'a dit dans une formule il y a très longtemps, au début de l'informatique, il a dit « l'ordinateur n'est pas un instrument ». Alors ça lui a attiré beaucoup de critiques, mais il ne voulait pas dire, c'est là où il faut être précis, il ne voulait pas dire que la musique qui vient des ordinateurs n'est pas de la musique, il ne dit pas ça du tout, il dit que ce n'est pas un instrument. Le rapport de production du son est différent. Voilà, c'est un geste qui n'est pas instrumental. Et quand vous composez avec vos logiciels, etc., des musiques qui sortent du haut-parleur, parce qu'à un moment, il y a toujours quelque part un haut-parleur, hein, bon, forcément, de votre ordinateur ou d'haut-parleur extérieur amplifié, bref, c'est de la musique, mais vous n'avez pas accompli de gestes instrumentaux. Moi, je trouve que cette théorie est intéressante. Elle n'est pas une théorie, comment dirais-je, qui porte un jugement sur la qualité de la musique produite. Elle est une théorie qui porte sur la manière de le produire, sur la technique. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, mais je suis peut-être un peu trop long, Aurélia, vous pouvez me couper, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique des instruments qui miment les instruments traditionnels, alors même qu'ils ne sont plus des gestes instrumentaux. On fait des clarinettes qui ont l'air de clarinettes, mais dont on pourrait faire sortir aussi bien un son de violoncelle qu'un son de contrebasse, puisque de toute façon, ce n'est pas le mouvement des doigts qui produit le son, mais il déclenche un processus préenregistré. Et il y a un goût pour le corps, on retrouve cette idée, le musicien, un bout de moi, le clavier, il en a assez, il aime avoir un vrai corps, voilà, une flûte, quelque chose comme ça. Voilà. Merci. Vincent, je crois, tu souhaites intervenir? Oui, avec plaisir. Enfin, après, je veux pas ôter les interventions, enfin la place aux autres. L'énumération des pouvoirs de la musique m'a un peu laissé songeur.
et je dirais que ça va un petit peu à l'encontre de ce qui était l'ouverture de votre propos, qui était le besoin du corps. Si je tente une synthèse peut-être audacieuse de ce que vous avez dit, vous avez quand même listé 6 situations où les corps sont, enfin, où les corps et où les individus sont un peu soumis par la musique, ou dominés en tout cas, ou et sous l'emprise. Et du coup, ça me renvoie au temps présent pour en tout cas ceux qui partagent mon métier, qui est d'essayer de faire se rencontrer physiquement des publics avec des artistes. Et cette question aussi de fond qui est à quel moment sommes-nous essentiels? À quel moment ce pourquoi nous nous retrouvons, enfin vous internautes, auditeurs, spectateurs, à quel moment se joue quelque chose d'essentiel? Et d'ailleurs, le mot jouer est intéressant, puisque en espagnol, enfin, je discutais il n'y a pas très longtemps avec une compositrice qui disait en espagnol, c'est tocar, c'est-à-dire toucher, toucher du Oui, luth. Euh, oui, et en italien, c'est sonar, je crois, donc sonner, oui, faire absolument. produire du son. En France, on dit jouer, ce qui est d'ailleurs Mhm. intéressant aussi, puisqu'il y a une liberté dans le jeu. Voilà. Donc, Mhm. je me permets ces paradoxes. Faites-en ce qui vous plaira. Alors, merci. Alors, euh, conférence, 1 heure, parler du corps, forcément, j'ai présenté de manière un peu, je ne sais pas comment dire moi, comme des cases, hein, les pouvoirs de la musique, et puis un grand premier moment où il était question de la musique produite par le corps, et un deuxième moment un peu plus bref où étaient analysés ou examinés les effets sur les corps de la musique. C'est un peu sommaire. Ne serait-ce que quand on fait de la musique ensemble, on est des deux côtés à la fois. Quand on joue de la musique de chambre, ou quand on joue du jazz, ou quand on improvise avec des amis, etc., on est des deux côtés à la fois. On apprend de la musique, on la reçoit. Alors il faudrait une deuxième heure. Mais vous avez raison, vous touchez quelque chose de très important. D'abord, je ne suis pas sûr que ma liste des 6 pouvoirs de la musique était la meilleure. Je veux dire, les 6, oui, mais j'aurais peut-être dû les mettre dans un autre ordre. J'en suis rendu compte en le disant. Mais bon, ça fait partie voilà, des remords qu'on a après. J'aurais pas dû terminer par le négatif. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que j'ai mis l'accent sur le pouvoir que la musique. Or, dès qu'on dit pouvoir sur, inévitablement, le sujet sur lequel s'exerce un pouvoir apparaît comme dominé. Alors, il faut s'entendre. Il y a des cas où il y a assurément une domination et même une violence. C'est le cas, par exemple, numéro 6, ou le cas qui est plus doux, évidemment, des musiques commerciales destinées à nous pousser à l'achat. Bon, là, nous n'avons rien demandé. Ça nous est imposé. En revanche, il n'est pas sûr que les musiques de travail ne sont pas forcément uniquement les musiques des esclavagistes pour faire travailler les Noirs dans les plantations du Sud des États-Unis. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une manière de donner du cœur à l'ouvrage par des gens qui décident de travailler, qui sont très contents de travailler, enfin, parce qu'ils travaillent voilà, leur propre chant, etc. Chant, C-H-A-M-P. Ou le premier exemple que j'ai donné du randonneur qui chante pour se donner du rythme et de l'énergie, il n'y a aucune domination. Il exerce lui-même une domination par la musique sur son propre corps pour le rendre plus efficace dans sa marche, par exemple. Donc, je ne veux pas qu'apparaisse l'idée que la musique est toujours un pouvoir oppressant. Ça n'est pas du tout mon affaire. Simplement, mais j'ai peut-être pas été assez clair sur ce point, il m'a semblé que l'usage social et politique de la musique, comme un verre grossissant, permettait de mettre au jour des forces qui sont dans la musique et qu'on peut retrouver dans une musique qui est purement euh, prise comme objet de jouissance esthétique. J'aime pas beaucoup le mot jouissance esthétique, mais qui est prise simplement pour elle-même. Je vais dire encore les choses autrement. La musique, au fond, on peut regrouper son usage en 3 immenses catégories. La musique qui sert à faire quelque chose, c'est les 6 pouvoirs que j'ai analysés.
Dans certains cas, on est volontaire, dans d'autres cas, ça nous est imposé. Mais dans tous les cas, il s'agit de nous faire quelque chose. Il y a la musique que l'on fait soi-même, qu'on soit professionnel, amateur, ça n'a aucune importance. La musique que l'on produit. Et puis, il y a ce troisième type de musique, mais qui est très récent dans l'histoire de l'humanité, il y a la musique qu'on écoute pour le plaisir. Et c'est très récent. La musique qu'on écoute que pour le plaisir, l'invention du concert en Europe, c'est le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle. Bon, alors évidemment, il y avait la musique donnée pour le plaisir chez les princes. J'ai évoqué Monteverdi. Bon, bah, il fait jouer l'Orfeo pour le duc de Mantoue. On est en 1607 et c'est bien de la musique pour le plaisir. C'est vrai. Mais elle est hyper minoritaire, cette musique. Et l'immense majorité des musiques de l'humanité, c'est des musiques destinées à la religion, au combat, à la chasse, à la danse, mais la musique n'est pas écoutée pour elle-même dans la musique de danse, elle est là pour... Voilà. Et donc, je pense vraiment qu'à l'échelle de l'humanité, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les compétences et personne ne les a peut-être pour prendre en bloc sur l'humanité, c'est peut-être un peu ridicule de parler comme ça, mais il me semble qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, la musique de concert ou la musique enregistrée qu'on repasse sur son MP4 ou sur sa machine à musique quelle qu'elle soit, c'est minoritaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et que quand on pense la musique, c'est ce que je reproche un peu à Jean Kelevitch que j'évoquais tout à l'heure, mais il connaît que la musique de concert. Il ne connaît que la musique, que le piano qu'on donne dans les salles de concert en 1930 ou en 1960. C'est très bien, mais ce n'est pas la totalité de la musique, loin de là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Oui. Enfin, alors, justement, et pour rester dans le concert, on a je pense, une question de développement qui nous arrive. Vous avez affirmé que le chef d'orchestre ne transmet pas son énergie à un instrument. Si on considère l'orchestre comme un tout, ne pensez-vous pas qu'on puisse considérer que le chef fabrique bien son son par la transmission de son énergie? Question très ingénieuse. De quelqu'un qui est professeur de musique par ailleurs. C'est une question très ingénieuse. Je me permets. Enfin, bravo. Oui, le chef fabrique son son, mais ce n'est pas une causalité physique. Bien sûr, on sait que les orchestres ont chacun un son, on parle du son, du philharmonique de Vienne, des choses comme ça. Bon. Et on sait que les chefs, les grands chefs marquants, Simon Rattle, enfin bref, bon, arrivent à faire produire aux musiciens qui en ont eu un son particulier. Donc assurément, ils fabriquent le son, mais ils ne le produisent pas. Ils le façonnent, mais ils ne le produisent pas. La causalité du chef, elle n'est pas physique. Moi, mon critère, il est ici extrêmement rustique. Est-ce que c'est une causalité de nature physique? Le musicien a une causalité de nature physique, selon la puissance de son souffle, la manière dont il met ses doigts, les gestes, bon bref, c'est physiquement qu'il produit un son. Le chef ne produit pas un son physiquement. Il va façonner son orchestre en le faisant jouer, en le faisant répéter, en donnant des indications verbales, enfin, tous les moyens qu'il a à sa disposition, mais il ne le fabrique pas physiquement. Voilà, c'est la seule chose qui m'importe. Alors là, je relais. Et le geste? Ah, je ne comprends pas. Et le geste? Ce n'est pas une causalité physique, le geste. C'est une causalité... et le regard? Joli, hein. Oui, bien sûr, mais ce ne sont pas des causalités physiques. Comment dirais-je? La causalité physique, elle ne dépend pas de l'interprétation. Et je veux dire l'interprétation au sens sémantique du terme, au sens j'interprète une phrase. Bon, le geste, on peut se tromper. Alors, bien sûr, un musicien d'orchestre qui a déjà été dirigé par ce chef, il ne va pas se tromper sur le sens du geste, hein, naturellement, mais c'est codé. Chaque chef a sa manière de faire. D'ailleurs, quand on compare des gestuels de chef, pour la même symphonie du même compositeur, c'est des gestuels totalement différents entre les gestuels complètement déchaînés des uns et les gestuels très retenus des autres. Si c'était des causalités physiques, entre la gestuelle de Pierre Boulez et celle de Gustavo Dudamel qui met des bras dans tous les sens, ce ne seraient pas les mêmes sons. Or, ce sont les mêmes sons. Car la causalité n'est pas physique, mais la causalité est symbolique.
Et donc les gestes, le regard, les paroles, bien sûr, pendant les répétitions que le maestro va adresser à ses musiciens, tout ça façonne le son, mais par une causalité qui n'est pas physique. Voilà, cette personne concluait par une relation par mimétisme, mais je pense que vous avez répondu tout à fait à la question. Une autre question nous arrive d'un autre spectateur qui demande « Et le silence dans tout ça ?» Dans la religion, par exemple, il est aussi important que la musique. Je pense aussi à la fameuse musique de John Cage, 4:33. 4:33, dont le titre officiel, John Cage, c'est Oui, c'est... Taquette pour n'importe quel instrument. Pardon ? Pardon. Voilà. Alors, bon, la pièce de 1954 pour piano, je crois que c'est 54, de John Cage, très célèbre, 4 minutes 33, ou Taquette pour n'importe quel instrument. Bon, je rappelle brièvement pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, David Tudor, qui est le pianiste qui a créé cette œuvre, s'installe au piano, il ouvre le piano, il attend 4 minutes 33, donc, et puis au bout de 4 minutes 33, il referme le piano. Bon, et il s'en va. Évidemment, c'est une idée de génie, mais on fait ça une fois. Ensuite, voilà. Qu'est-ce que voulait montrer John Cage? Il voulait montrer que le silence absolu n'existait pas. Il s'était intéressé à ce qu'on appelle les chambres anéchoïques, c'est-à-dire des chambres dans lesquelles on n'entend rigoureusement aucun son, c'est-à-dire assez effrayant. J'étais une fois dans une pour voir, à la Cité de la Musique. C'est vrai qu'au bout de quelques minutes, on ne se sent pas très bien. Parce que le silence est absolu et on finit par entendre battre son cœur, ou enfin comme si c'était un tambour. Bon, le silence absolu n'existe pas. Et donc, au fond, ce que disait Cage, c'est que dans cette pièce où le pianiste ne joue rien du tout, la musique, c'était les bruits, c'était les petits raclements de gorge, c'était les chaises qui bougent un peu, c'était le bruit des vêtements qui froissent un petit peu, dans le silence total que faisaient les gens parce qu'ils pensaient que quand même quelque chose allait être joué. Donc, bon, dans ce silence, il y avait des bruits. Voilà. Voilà. Quant au silence, alors évidemment, c'est très important en musique. Ça s'appelle taquette d'ailleurs quand on écrit, voilà, l'instrument se tait. Je dirais tout simplement, il y a le silence avant, le silence pendant, le silence après. Le silence avant la musique, alors là, on n'est plus dans la musique de travail, hein, on n'est plus dans la musique de guerre ou religieuse même, on est dans la musique de concert. Hein. Bon, de quelque nature que soit le concert. Le silence juste avant, c'est le moment où on se prépare à la musique. Et puis là, tout à l'heure, on a vu Susanna Melki c'était le moment où elle arrête la musique. Mais il y a certainement une autre photo que je n'ai pas, au moment où elle déclenche la musique. Bon, à l'autre bout du concert, quand l'œuvre est finie, il y a le geste qu'on a vu, où la baguette est levée et les musiciens ne jouent plus, le dernier accord à sonner. Souvent, ce silence que je trouve très important, moi, il est brisé par les applaudissements trop rapides des gens qui se précipitent pour applaudir. Ce qui fait que de plus en plus les chefs, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette photo de Susanna Melki, parce que j'ai l'idée qu'elle doit rester comme ça assez longtemps. Tant que le chef a la baguette en l'air, les gens n'osent pas bouger. Et dès que la baguette du chef retombe, alors là, les applaudissements crépitent. Donc, pour faire valoir le silence, les chefs ont de plus en plus tendance à rester comme ça, la baguette en l'air. C'est une manière. Là, l'ordre n'est plus donné aux musiciens, l'ordre est donné à la salle. Surtout, n'applaudissez pas. Je trouve ça très intéressant. Et ce silence, c'est un silence de recueillement. Saint Augustin, qui a écrit un traité de la musique, disait que dans le silence qui suit immédiatement la musique chantée, il pensait à la musique chantée, il y a une sorte de recollection de toute la musique comme ça qui d'un seul coup apparaît. On l'aperçoit dans son esprit, disait-il, hein, dans le silence qui suit immédiatement l'exécution de la pièce. On la voit tout entière, comme si on la voyait d'un seul regard, ou plutôt d'une seule oreille, d'un seul coup. Voilà. Et puis alors, j'ai enjambé le silence qui est au milieu de la musique. Alors le silence au milieu de la musique, il y en a plein. Parce que, bon, quand c'est une musique avec plusieurs instruments, tous les instruments ne jouent pas tout le temps en même temps. Et donc, il y a des silences partiels. De temps en temps, c'est les altos qui se taisent, de temps en temps, c'est les trompettes, etc. Bon, il y a des silences partiels. Et puis, de temps en temps, dans un mouvement, tous les instruments s'arrêtent à la fois. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Ça produit un effet de choc. Il y en a quelques exemples dans la musique classique, mais il y en a dans toutes les musiques. Il y a un silence, bon, qui est chargé de la musique qui vient
d'être écouté, de la musique qui vient d'être entendue. Ce sont des silences très différents. Celui où on attend la musique, celui où on vient de l'entendre et où on essaye de la recueillir quand même dans son esprit, et puis une musique qui fait partie de la dynamique, un silence qui fait partie de la dynamique de la musique. J'espère avoir été à peu près clair. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de cette soirée. Merci à vous, Bernard Sèvres, d'avoir consacré ce temps-là et la précision de vos réponses. Merci aux étudiants de l'EDSUP qui nous ont accompagnés, à l'équipe qui est à nos côtés ce soir. Merci à tous les internautes sur Zoom, YouTube, Facebook et ailleurs. Et je vous propose que maintenant, nous fassions place au silence. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.